Voilà, bonjour docteur Stéphane Gaillet, bonjour, Bonjour madame. bonjour Claude Esquerguel, Bonjour Annie. biologiste et coprésidente de l'UPGCS. Je vous remercie de donner un peu de temps de vos emplois du temps surchargés et je voudrais qu'on parle un peu ensemble de ce qu'on peut appeler la maltraitance médicale envers les patients. Nous sommes souvent, docteur Gaillet, vous et moi, dans les groupes de patients où nous entendons leurs récits, leurs témoignages, et on peut dire leurs plaintes, qu'ils soient malades thyroïdiens, malades de Lyme, fibromyalgiques, atteints d'un syndrome de fatigue chronique et plus récemment les malades Covid long. Nous racontent souvent le déni médical dans lequel ils ont été plongés et finissent souvent en pleurs par nous parler de maltraitance, et je voulais avoir votre avis en tant que médecin. Merci madame la présidente, je suis très heureux que vous me donniez la parole sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. En effet, la maltraitance médicale, il n'est pas exagéré d'utiliser cette expression, elle m'est souvent rapportée par les patients que je soigne et elle apparaît particulièrement fréquente actuellement. J'en profite pour parler de ma perception de l'évolution de la médecine. Je constate aujourd'hui que la médecine, qu'elle soit hospitalière ou libérale en cabinet, c'est une médecine qui a tendance à être productiviste aujourd'hui. Elle a quand même un aspect mercantile qui est indéniable, c'est-à-dire qu'il faut que tout aille vite. Tout doit aller très vite. Les consultations durent peu de temps. En 10 minutes, quand on voit un patient pour la première fois, en 10 minutes, mais il est impossible de faire le point sur son état de santé quand on le découvre. 10 minutes, ce n'est rien du tout. Et donc, il y a une tendance très forte à escamoter l'examen clinique qui, normalement, comprend l'interrogatoire, l'anamnèse de la maladie, l'examen physique qui comporte le recueil des différents signes physiques et fonctionnels. Et donc, comme cet examen clinique, qui comprend donc l'interrogatoire et puis l'examen physique est escamoté, eh bien, la tendance est à demander toute une kyrielle d'examens et qui, bien sûr, vont coûter cher et qui, je pense, enfin, c'est comme ça que je vois les choses, dans l'esprit du médecin, toute cette kyrielle d'examens semble l'affranchir de l'examen clinique, alors que c'est complètement faux. Rien ne remplace l'examen clinique, le recueil des symptômes et des signes. Donc cette maltraitance, quelle est-elle? Eh bien, pour la définir, c'est une situation où un médecin, quel qu'il soit d'ailleurs, généraliste ou spécialiste, pour le moins manque de respect envers le patient et, on peut dire, lui fait du mal. Il lui fait du mal par une non prise en compte de ses symptômes. Alors ça, c'est quelque chose qui m'insupporte profondément et qui m'offusque même. Comment peut-on oser ne pas prendre en compte des symptômes? Ça me paraît absolument impossible. Je fais de la médecine depuis 1980. J'ai commencé mon internat en médecine interne, à orientation neurologique. J'ai fait ensuite des maladies infectieuses, de la pneumologie, de l'hépatogastro-entérologie. J'ai été ensuite assistant chef de clinique, praticien hospitalier universitaire. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu de maladie psychosomatique. Je n'en ai jamais vu. J'ai jamais vu de troubles somatoformes, de somatisation. J'en entends beaucoup parler, mais je n'en ai jamais vu. J'ai vu en tout et pour tout une seule fois un simulateur. C'était quelqu'un, je m'en souviens très très bien, et qui majorait volontairement ses signes dans le but d'obtenir une pension d'invalidité. Mais une seule fois. Donc, quand j'entends parler de maladie psychosomatique, ça me fait hurler, parce que c'est un concept qui est séduisant,
ça fait bien, ça fait intelligent, ça fait moderne, hein, les théories psychosomatiques, mais c'est peut-être quelque chose de séduisant, mais pour moi, ce sont des théories qui n'ont aucun intérêt, mais aucun, dans la pratique médicale courante. Donc j'en reviens à cette notion de maltraitance, déjà le fait de se permettre de ne pas prendre en compte des symptômes. Et il m'arrive très souvent de faire des interrogatoires très longs, et je note absolument tout. Quand un patient me dit j'ai des brûlures dans tout le corps, ce sont des brûlures qui surviennent la nuit, le jour, ça survient par poussée, c'est violent, c'est insupportable, la nuit ça m'empêche de dormir, mais comment peut-on se permettre de réfuter une telle allégation? Ça ne peut qu'être la vérité. Quand on me dit j'ai l'impression que ma tête est en ébullition, je ressens une striction à l'intérieur de ma tête, et c'est comme si on me serrait la tête dans un étau, c'est comme si on me la broyait. Et la même chose pour le thorax, la poitrine. Beaucoup de gens, surtout, qui sont atteints de Covid aigu ou d'ailleurs prolongé, ressentent comme une chape de plomb sur le thorax, hein, une oppression. Ils disent qu'ils ont comme un poids sur la poitrine. D'autres ressentent des coups de couteau, par exemple, dans les muscles des cuisses, dans les muscles des mollets. Bon, on pourrait décliner tous ces symptômes à l'infini, mais il ne peut pas être question de les nier. Une personne qui vient et qui nous présente tous ces symptômes dit forcément la vérité. Il n'est pas possible de les réfuter. Pourquoi viendrait-elle en consultation si ce qu'elle disait ne correspondait pas à la vérité? Donc il y a déjà une façon de réfuter, de ne pas prendre en compte des symptômes. Ça, c'est déjà de la maltraitance. Ensuite, la maltraitance, elle va consister en justement ce que vous disiez, madame, c'est en le déni vis-à-vis de tout un ensemble. Là, on n'est pas uniquement dans le fait de réfuter les symptômes, mais on est dans la posture qui consiste à nier même l'existence d'une maladie chez une personne qui est manifestement en état de souffrance, en état d'invalidité, en état de difficulté existentielle, une personne qui a maigri, qui ne peut plus travailler, qui ne peut plus mener une vie normale. Rendez-vous compte des personnes de 30 ans qui sont obligées d'aller vivre chez leurs parents parce que, étant célibataires, ils n'arrivent plus à assumer les gestes quotidiens de la vie. Et tout ça, ça ne peut pas s'inventer. Alors, la tendance, comme je l'ai dit, est à escamoter l'examen clinique et l'interrogatoire notamment, mais aussi l'examen physique, à demander beaucoup d'examens. Et alors, le pauvre patient ou la pauvre patiente, il lui arrive dans un certain nombre de cas, et surtout quand il s'agit d'une pathologie qui est surtout symptomatique, c'est-à-dire qui se traduit essentiellement par des symptômes, d'avoir des résultats d'examen qui sont dans les limites de la normale, c'est-à-dire qu'ils ne montrent rien de significatif. Bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. Encore que, bon, la qualité, le résultat d'un examen est quand même grandement fonction de la qualité avec laquelle il est demandé et de la pertinence avec laquelle il est demandé. Par exemple, bon, une personne a des troubles neurologiques qui évoquent une atteinte cérébrale. On demande une IRM cérébrale, mais il y a une façon de demander l'IRM cérébrale. Hein. Entre médecins, on a souvent l'habitude de se tutoyer. Il y a quand même une profonde différence entre un médecin qui va demander à un neuroradiologue tiens, Michel, je t'envoie une patiente, elle se plaint de troubles variés. Bon, je ne suis pas convaincu, mais on va quand même lui faire une IRM cérébrale. On ne sait jamais. Bon, là, dans ce cas-là, c'est certain que le neurologue, le neuroradiologue n'est pas tellement enclin à faire un examen particulièrement approfondi, particulièrement détaillé.
Et c'est tout à fait différent de la situation où le médecin envoie donc une patiente ou un patient pour un examen en insistant sur tous les signes cliniques qu'il a trouvés et sur les orientations pathologiques auxquelles il pense. Il dit voilà, il faut vraiment que tu regardes telle zone parce que il y a vraiment des symptômes et des signes qui sont en faveur de telle ou telle atteinte et je voudrais quand même je me demande si c'est pas un début de sclérose en plaques ou s'il n'y a pas eu un petit accident vasculaire cérébral, etc. Hein, vous imaginez que c'est tout à fait différent dans les deux situations. Donc il y a une tendance comme ça à demander des examens sans conviction. Et alors le malheureux patient, la malheureuse patiente se retrouve avec des examens qui ne montrent pas d'anomalies significatives. En fait, souvent, on voit des petites anomalies, mais elles sont jugées par le neuroradiologue comme non significatives. Et alors, le médecin qui a prescrit ces examens, bien sûr, il est dans l'embarras. Il est dans l'embarras parce que il a, comme on l'a vu, escamoté son examen, et puis les examens d'imagerie ne montrent rien de particulier. Et alors, ce qui est particulièrement grave, ce qui est particulièrement odieux, c'est de passer de la situation suivante, Madame, Monsieur, les différents examens que nous avons faits n'ont pas montré d'anomalies significatives. Bon, ça, c'est quelque chose d'objectif, c'est factuel, les différents examens n'ont rien montré. Et c'est particulièrement odieux de passer de cette situation à vous n'avez rien. Mais comment ça, vous n'avez rien? Vous êtes forcément malade puisque vous êtes venu me voir. Vous ne pouvez plus travailler, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez des douleurs épouvantables, vous avez des gènes fonctionnels, vous avez des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, vous n'arrivez plus à dormir. Et comment peut-on dire vous n'avez rien? Mais c'est une phrase qui est absolument, je dirais, abjecte, oui. J'ose le terme, abjecte. Vous n'avez rien, vous êtes malade, mais les examens n'ont rien trouvé. C'est quand même particulièrement différent. Donc, c'est déjà une maltraitance inouïe que de passer de les examens n'ont rien montré, là, jusqu'ici, il n'y a rien à reprocher au médecin, à vous n'avez rien. Mais alors, aujourd'hui, on veut évoluer, mais c'est tout à fait naturel, vers une médecine scientifique. Mais là, on est aux antipodes de la médecine scientifique. La science, ça cultive le doute. Dans la démarche scientifique, on émet des hypothèses, on les vérifie, on voit si elles sont vérifiées ou elles sont au contraire infirmées. On fait des recherches, on va se documenter, on va donc explorer d'autres voies. Mais là, dans cette affirmation qui est odieuse, on est aux antipodes de la science. C'est le contraire de la science. C'est une médecine qui est irrespectueuse, et j'ai l'habitude de parler d'une médecine de Molière, le malade imaginaire, XVIIe siècle, voilà. Jean-Baptiste Poquelin, Molière, c'est le malade imaginaire. Comment peut-on en 2021 se permettre en tant que médecin de dire vous n'avez rien, alors que les gens sont dans une situation vraiment impossible. Ce n'est plus une vie. Et alors après, oui. Vrai, si je peux me permettre, c'est d'autant plus vrai qu'il faut, si on avait déjà été confronté à ce type de qualificatif dans d'autres pathologies, il faut rappeler que dans la Covid prolongée, nous sommes face à des jeunes actifs qui étaient, comme vous l'aviez déjà démontré dans une autre conférence, particulièrement actifs dans leur vie professionnelle et familiale, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont partis en Covid prolongé. Donc, des personnes qui voulaient construire leur vie, qui se retrouvent à mettre en danger leur vie professionnelle et familiale à cause de cette Covid prolongée et qui n'ont aucun intérêt ni envie à rester malades. Donc, plutôt que de dire vous n'avez rien, le réflexe scientifique serait de remettre en doute les objets d'évaluation, si je peux me permettre.
Oui, bien sûr. Ce sont certainement les objets d'évaluation face à une pathologie nouvelle qui ne sont pas adaptés et pas le malade qui est en défaut. Oui, vous avez tout à fait raison d'insister sur ce terrain. Ça m'a en effet frappé. Typiquement, en effet, la Covid prolongée, dans mon expérience, se développe chez des gens atteints entre 25 et 45 ans et des gens qui étaient effectivement très actifs. Des gens qui avaient une vie trépidante, très remplie, des journées qui n'en finissaient pas, avec ce que j'ai l'habitude d'appeler un surmenage chronique. Effectivement, il y a un contraste saisissant entre une activité débordante et puis des gens qui étaient performants. Performants intellectuellement et souvent physiquement, beaucoup de gens qui avaient une activité sportive et qui avaient une vie extrêmement dense, qui faisaient un maximum de choses, des gens qui croquaient la vie à pleines dents, mais au beau sens du terme, pas au sens de la consommation, mais au sens des activités riches qu'ils avaient. Et puis ils se retrouvent complètement diminués, en état de souffrance et d'invalidité. Les examens ne montrent rien. On n'a pas le droit de leur dire vous n'avez rien. Vous n'avez rien, c'est une phrase vraiment abjecte, j'insiste, ignoble, abjecte, qui consiste à nier tout un ensemble de manifestations, des symptômes, des signes physiques, une profonde diminution, au motif que les examens n'ont rien montré. Mais si les examens n'ont rien montré, soyons modestes, c'est parce que ces examens ont leurs limites, tout simplement. Et or, dans la Covid, qu'elle soit aiguë ou prolongée, on se rend compte que beaucoup de lésions sont microscopiques. Tout se situe à l'état microscopique. Et c'est vrai à la fois pour les poumons, pour l'endothélium vasculaire, pour les neurones. Déjà, un virus, c'est ultra microscopique. Et les lésions qu'il occasionne sont également microscopiques. Il ne faut pas s'attendre à des lésions macroscopiques. Et ça peut arriver, mais c'est souvent microscopique. Et on se rend compte que les examens d'imagerie habituels, surtout quand ils sont faits de façon rapide, sans approfondissement, passent à côté de certaines choses. Dans les examens d'imagerie, on sait très bien que ce sont surtout le PET scan et l'IRM fonctionnel qui sont susceptibles de montrer des lésions, mais elles sont souvent peu importantes. On voit des lésions, par exemple, d'hypométabolisme. Ça signifie tout simplement qu'il y a des souffrances cérébrales. Mais et ça se voit au PET scan. Mais c'est minime, c'est minime. Le scanner standard, souvent, ne voit rien du tout, comme l'IRM standard. Et alors, le pire dans la maltraitance, ça va ensuite être, alors, vous n'avez rien, et après, le pire, c'est, tout ça, c'est dans votre tête. Mais ça, je veux dire, c'est inqualifiable. C'est, j'oserais dire, c'est une phrase criminelle. Pourquoi je me permets de dire que c'est une phrase criminelle? Parce qu'on m'a rapporté beaucoup de suicides après une telle phrase. Des gens qui se sont suicidés. Ils souffrent depuis 6 mois, ils sont devenus une loque, ce n'est plus une vie, ce n'est plus une vie. Et je pense là, quand je parle à des patients et des patientes très très particulières qui sont extrêmement difficiles à traiter, ce n'est plus une vie, les journées sont devenues une souffrance permanente avec une infirmité atroce, des douleurs, une incapacité fonctionnelle, et puis ces gens souffrent de voir comment leur entourage est en désarroi face à leur diminution et leur souffrance. Et alors, certains médecins se permettent de dire, c'est dans votre tête. Alors, dans votre tête, effectivement, bon, les centres de la douleur sont dans la tête. D'ailleurs, il n'y a pas un centre de la douleur. C'est ce qu'on appelle la neuromatrice. Et aujourd'hui, on sait que ce qu'on a appelé longtemps le centre de la douleur, en fait, ce sont plusieurs centres qui sont un peu spécialisés dans les différents types de douleurs. Et il y a une intégration cognitive dans les centres cognitifs qui donc amène cette perception consciente de la douleur. Alors effectivement, c'est dans votre tête, oui, c'est dans votre tête, mais la perception de la douleur, bien sûr, est dans les zones cognitives, mais la douleur vient du corps. À part certaines situations très particulières,
de douleurs qu'on appelle neuropathiques, où ce sont les centres de la douleur eux-mêmes qui sont atteints, mais c'est très rare. Habituellement, les douleurs neuropathiques sont liées à une atteinte, donc organique, hein, bien sûr, des voies de la douleur. Il y a 3 neurones qui mènent qui mènent depuis les zones nociceptives de la perception nociceptive, c'est-à-dire sensorielle douloureuse, jusqu'au centre douloureux. Il y a 3 neurones, et quand on parle souvent de douleurs neuropathiques, elles sont liées à des atteintes, mais organiques, alors qu'ils peuvent être chimiques, infectieuses, tumorales, vasculaires, mais ce sont des atteintes des voies de la douleur, des voies nociceptives, et parfois, mais c'est quand même assez rare, ça peut être lié à une atteinte directe de la neuromatrice, c'est-à-dire des zones de la douleur. Mais de toute façon, une douleur a une cause organique. Je ne connais pas de douleur qui est une cause fonctionnelle, c'est-à-dire qui ne soit pas due à une lésion. Ça n'existe pas. Je suis désolé, j'affirme que ça n'existe pas. Donc, le psychisme ne peut pas créer une douleur. Non, ça c'est une invention. Et je mets au défi quiconque de me prouver que le psychisme, que la pensée puisse créer une douleur. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas de voie qui soit efférente depuis les zones conscientes, les zones cognitives, vers la neuromatrice. Les voies qui existent sont dans l'autre sens, c'est-à-dire de la neuromatrice vers les zones de la conscience, les zones cognitives, mais il n'y a pas de voie dans le sens inverse. Donc la conscience ne peut pas créer une douleur. C'est une stupidité sans nom, cette histoire, selon laquelle la conscience créerait une douleur. Et c'est la même chose qui est vrai pour la douleur, c'est vrai aussi pour les troubles somatiques. Je ne vois pas comment des soucis financiers pourraient faire gonfler la cheville droite. Et je ne vois pas comment une profonde peine de cœur pourrait créer une brûlure dans la cuisse gauche. C'est complètement idiot cette histoire de somatisation. Je suis désolé. Alors j'ai lu toutes les théories psychosomatiques, les théories de la somatisation. Certains font intervenir des circuits. Bien sûr, il y a un raisonnement qui est tout à fait habile, mais qui, à mon avis, est tout à fait spécieux. Et il n'y a aucune preuve pour alimenter ces théories de la psychosomatique, de la somatisation, des troubles somatoformes, etc. J'affirme que c'est une pure invention. Et il n'empêche que on organise régulièrement des colloques, des congrès sur les troubles psychosomatiques. Et du reste, dans le programme de l'internat en médecine, il y avait longtemps un chapitre qui s'appelait maladies psychosomatiques et qui était supprimé. Maintenant, on ne parle plus que de troubles psychosomatiques. Alors entendons-nous, quand on est stressé, on peut avoir une dyspnée, un essoufflement, transpirer. Mais ça n'a jamais été une maladie. C'est tout à fait banal. Quand on a du stress, on peut avoir des brûlures gastriques, mais ça ne dure pas. C'est un simple trouble fonctionnel passager. Ça ne dure pas. Donc, je nie l'existence de maladies psychosomatiques. Donc, on en revient à cette maltraitance. Et ce que l'on constate, ce qui m'a été rapporté maintes fois, et vraiment j'en suis offusqué, c'est qu'il y a aussi de l'arrogance, il y a du mépris, il y a de la suffisance, de la condescendance vis-à-vis de certains médecins. Je comprends qu'un médecin soit en grande difficulté quand il est face à un échec diagnostique, parce que c'est tout à fait ça. Il faut appeler les choses par leur nom. Un patient, une patiente arrive avec une symptomatologie très riche, très abondante, diversifiée, et puis surtout, il est dans un état de détresse très très important avec tout ce qu'on a vu. Et quand le médecin ne trouve rien, il est dans une situation d'échec diagnostique. Et oui, ça fait partie de la médecine. Parfois, on est fier quand on aboutit à faire un diagnostic, et puis parfois, on est un peu penaud, on est gêné. Et quand on est dans une situation d'échec diagnostique, eh bien, ça arrive. Et il faut comprendre une chose, c'est que la médecine évolue aujourd'hui. C'est-à-dire que les pathologies aiguës comme une cystite à colibacille, une pneumonie à pneumocoque, une angine à streptocoque,
un Panari à staphylocoque. Tout ça, ce sont des infections aiguës que maintenant tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Et c'est pas tellement là où on attend le médecin. Le médecin, on l'attend dans les pathologies chroniques complexes, les crypto-infections, les infections froides, les infections polymicrobiennes. Parce que dans les infections aiguës, maintenant, pratiquement tous les patients arrivent à faire eux-mêmes le diagnostic. À l'extrême, je dirais qu'on n'aura plus besoin de médecins, sauf pour la prescription. Mais les médecins, on les attend maintenant dans les pathologies complexes. Et c'est là où ils ne doivent pas démissionner. Les pathologies complexes, par exemple, une insuffisance thyroïdienne fruste, une insuffisance cortico-surrénalienne fruste, et puis les crypto-infections dont on parle de plus en plus. Et c'est là où on l'attend. Il ne doit pas démissionner. Et s'il se permet de dire parce que ça ne correspond pas à ce qu'il a appris à la faculté, eh bien oui, ce qu'on a appris à la faculté, c'est dépassé maintenant. Tout évolue vite. Et il ne faut plus se reposer uniquement sur ses connaissances de la faculté. Elles sont très insuffisantes. Stéphane Gaillet, Oui. il me semble que nous sommes exactement dans le vif du sujet, dans ce que tu viens de dire concernant les nouvelles pathologies qui sont apparues, où il fallait aller un peu plus loin que l'infection primaire et ses conséquences aiguës, mais qu'il fallait commencer à réfléchir sur les infections mettant en jeu parfois même des coopérations entre des bactéries et des virus. Bien sûr. Et ce qui s'est passé dans cet épisode de pandémie, il me semble qu'il y a aussi eu une maltraitance dans le refus de traiter les gens ou d'essayer de traiter les gens face à un syndrome qui s'apparentait au début à une pneumopathie atypique. Il y avait dans les recommandations un traitement qui était usuel, qui était de traiter les gens avec un antibiotique sensible actif sur les familles de germes intracellulaires dits germes de crypto-infection. Et ça a été ce traitement a été refusé par les autorités sanitaires, et même mieux, ces autorités sanitaires se sont parfois retournées contre des médecins qui ont traité avec des médicaments qui sont usuellement recommandés. Donc, il nous semble, au niveau de l'association, que la maltraitance ont été les recommandations de ne pas traiter les gens, de les mettre sous Doliprane et d'attendre que des complications surviennent. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, avec de nombreux travaux, semble illustrer que ce virus n'agit pas tout seul, qu'il agit avec des germes de co-infection et non pas des germes de surinfection. C'est là où a été l'erreur fondamentale des autorités sanitaires. Et ces germes de co-infection agissent de plusieurs façons. D'abord, on avait un prix Nobel de médecine qui avait illustré dans le sida que parfois il y avait des coopérations entre bactéries et virus. Ensuite, il y a eu des brevets qui ont démontré que ces coopérations existaient. Il y a même eu des publications, notamment par un des membres du conseil scientifique, le professeur Denis Malvy, qui a montré qu'en Afrique, il y avait des relations dans les transmissions materno-fétales du sida entre ces germes de crypto-infection et la réplication du virus HIV. Aujourd'hui, on sait aussi que l'orage cytokinique qui se crée dans les voies aériennes supérieures, qui sont immédiatement stoppés lorsqu'on met un petit corticoïde local comme le budesonide ou l'éconazolide, arrête cette inflammation immédiate due aux macrophages qui sont en relation, et ça c'est Pollack et ses collaborateurs qui l'ont montré. Lorsqu'il y a les lipopolysaccharides de ces germes de crypto-infection, mycoplasme, chlamydier, légionelle ou borrelia, il y a une explosion cytokinique puisque ces lipopolysaccharides se fixent sur les spikes des virus SARS-CoV-2 et lorsqu'ils se fixent sur les récepteurs TLR des macrophages, nous avons cet emballement cytokinique, ce qu'on appelle l'orage cytokinique. Donc, on sait aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que normalement, les antibiotiques du type famille macrolide et cycline
sont actifs et ont été actifs dans toutes les publications internationales. Et c'est pour ça aussi que les immunomodulateurs ou de type ivermectine ou hydroxychloroquine agissent à ce niveau-là en temporisant en plus cette inflammation. Donc, on sait aujourd'hui, et il y a eu des études, puisque nous avons fait, nous, chez les 50 médecins qui ont traité une étude sur 5000 patients qui ont montré que les malades traités en ambulatoire précoce subissaient 20 fois moins de décès que les gens non traités, et surtout que ce traitement ambulatoire précoce, en évitant le passage de la phase virale à la phase inflammatoire, qui est une des raisons de survenue des Covid longs, par une désimmunité, sont les meilleures préventions pour éviter ces Covid longs. On a 20 fois moins aussi de Covid long chez les gens traités que chez les gens non traités. Il en restera toujours, puisqu'il y a toujours des situations très particulières, mais on a et c'est en relation aussi, et c'est là où c'est très intéressant ce que tu disais, sur les maladies chroniques et les maladies auto-immunes. Parce qu'il y a à ce moment-là une désorganisation du système de réponse de défense qui fait qu'on arrive, à cause de ces germes qui sont des germes de crypto-infection, qui ont un mécanisme de mimétisme, qui adoptent des antigènes voisins de notre organisme, nous sommes capables de synthétiser des anticorps contre notre propre organisme. Et c'est ce qui donne souvent ces signes complètement multisystémiques qui sont difficilement interprétables, et puisque ça se focalise souvent, comme tu l'as dit, au niveau des endothéliums, et quels que soient ces endothéliums, qu'ils soient cérébraux, rénaux, vasculaires, pulmonaires et autres. Donc aujourd'hui, nous savons que le traitement ambulatoire précoce existe, qu'il marche, que les molécules sont connues, c'est macrolide, cycline, ivermectine, hydroxychloroquine, avec du zinc, et si on veut, en mettant quelques anticoagulants préventifs, mais en agissant aussi avec un corticoïde local, le même qu'on utilise dans l'asthme, on arrive à éteindre cet incendie et on arrive à prévenir. Et nous trouvons, et je pense que le mot criminel que tu as employé n'est pas faux, c'est les gens qui refusent de traiter les gens aujourd'hui ont une attitude, je ne dis pas que ce sont des criminels, ils ont une attitude criminelle parce que si vous voulez, si tu veux, ils ne cherchent pas à observer ce qui s'est passé depuis 12 mois, ils se fient uniquement à la recommandation officielle et ils obéissent comme des petits soldats. Et ça, comme tu as dit très bien, ce n'est pas le rôle d'un médecin. Oui, oui. Merci d'avoir dit tout ça. Bien sûr, j'approuve entièrement tout ce que vous dites, c'est très important. Et pour en revenir au sujet de la maltraitance, finalement, je crois qu'on peut distinguer deux niveaux dans la maltraitance. Et il y a la maltraitance de premier niveau, la maltraitance habituelle, qui consiste à ne pas prendre en considération un patient, ne pas prendre en compte ses doléances, à ne pas l'examiner suffisamment, à ne pas essayer d'approfondir sa situation et à lui asséner un discours qui est complètement aux antipodes de la médecine moderne, qui consiste à dire on n'a rien trouvé, donc vous n'avez rien. On n'a rien trouvé, donc vous n'avez rien. C'est la négation totale de la démarche scientifique. Et puis après, c'est dans votre tête. Là, on est vraiment dans la maltraitance de premier niveau ignoble. Et puis alors, ce que vous venez de dire, la maltraitance de deuxième niveau, c'est-à-dire qui consiste à ne pas faire profiter à un patient des avancées, des dernières découvertes. Et là, c'est exactement ce que vous venez de dire. Parce que depuis le mois de février 2020, on étudie énormément ce virus qui est absolument diabolique et on commence à le connaître de mieux en mieux. Vous avez parlé des coopérations avec les bactéries. C'est d'une infinie complexité, mais on avance. On avance. Il y a des publications qui paraissent toutes les semaines, qui viennent des États-Unis, qui viennent du Japon, de différents. On a une pluie de publications scientifiques. Et alors, je suis quand même effaré de voir que nous avons, des gens qui se considèrent comme des scientifiques, qui se permettent de réfuter
les conclusions de ces publications qui sont pourtant extrêmement sérieuses. Donc là, on est dans la maltraitance de deuxième niveau, c'est-à-dire qu'on ne fait pas profiter à des patients l'état des connaissances qui ne sont pas complètement abouties, mais on a découvert énormément de choses. Et vous avez parlé du TAP, du traitement ambulatoire précoce, mais plus personne ne peut le méconnaître aujourd'hui. Et il fonctionne, et c'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement répandu de par le monde. Et la plupart des pays l'appliquent. Il fonctionne. Alors comment peut-on s'opposer de façon institutionnelle à ce que les médecins l'appliquent? Là, il y a quelque chose qui est monstrueux, qu'on ne peut pas comprendre et encore moins accepter. Oui, on est dans la maltraitance de deuxième niveau qui s'ajoute à la maltraitance de premier niveau. Et tout ça, ça conduit à des patients qui sont complètement, ils sont plus qu'abandonnés. Plus qu'abandonnés. Peut-être non seulement on aborde là un troisième niveau de maltraitance qui est celui de choix thérapeutique. De choix thérapeutiques qui refusent d'entendre et la voix des médecins de terrain qui ont observé des patients, qui ont étudié, des infectiologues comme vous qui ont côtoyé, surtout dans votre région, hein, vous avez vu pas mal de cas. Vous avez vu la maladie de près, on refuse de les entendre, on refuse d'entendre la voix des patients qui sont demandeurs. Et dans une démocratie, il semblerait cependant que la voix du patient soit bien inscrite dans les droits des usagers. Et là, on se dit, mais pourquoi ce refus d'entendre, sinon par un choix plus orienté, on va lâcher le mot, vers Big Pharma? Oui. Il faut se poser cette question d'un troisième niveau, cependant. On ne peut pas l'exclure. Bien sûr, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique occupe une place énorme dans notre système de santé, hein, en France comme dans d'autres pays. Donc j'en reviens à cette maltraitance de deuxième niveau. Oui, Claude, vous l'avez dit, hein, c'est criminel que de ne pas faire profiter à un patient d'un traitement qui lui permet, comme vous l'avez dit très justement, d'éviter de passer à la forme grave, c'est-à-dire avec une hyperinflammation et un risque vital, sous la forme d'une insuffisance respiratoire aiguë dans les formes plus graves, et deuxièmement, qui lui évite également de passer, comme vous l'avez dit, à la forme longue, la forme prolongée, qui est dans certains cas une situation qui est abominable. On voit des cas de Covid prolongés et qui sont vraiment épouvantables, déchirantes. Des personnes dans des situations de souffrance et de handicap et de détresse psychique, mais qui sont inimaginables, que je n'avais pratiquement jamais rencontré jusqu'à présent. Donc c'est tout ça la maltraitance. Et il faut la dénoncer, il faut la crier sur tous les toits, il faut qu'on en entende parler partout, parce que c'est quelque chose qui est monstrueux et qui est incompréhensible aujourd'hui. Surtout en France, le pays de Louis Pasteur, de Claude Bernard. C'est quand même, c'est monstrueux. Comment peut-on accepter ça? Mais il est urgent que ça change. Il est urgent que ça change. Absolument. C'est une urgence absolue. Oh. Je veux me permettre, pour conclure, de rappeler cependant, parce que je me dis en vous entendant que je ne me suis pas trompé, nous ne nous sommes pas trompés quand nous avons créé le PGCS, où nous nous étions dit que le doute, des erreurs peuvent amener à des manquements dans les décisions qui sont prises par les autorités sanitaires, mais que tout cela, avec une gestion rigoureuse, pouvait être recadré rapidement, facilement dans l'intérêt des patients. Mais que là où on atteignait le scandale sanitaire,
c'est quand on n'apportait pas les réponses adaptées. Je crois que là, avec la maltraitance médicale, on est vraiment dans ce cadre-là. Et mon Dieu, on va espérer qu'un jour l'UPGSS n'aura plus à combattre pour faire tomber cette maltraitance. Et je vous remercie en espérant que nous soyons entendus. Je vous remercie tous les deux. Bon après-midi à vous, messieurs. Merci, Annie. Merci à vous, merci.